après le terrible crash du vol Germanwings 9525, où un pilote a verrouillé son collègue hors du cockpit, puis a dirigé son avion droit vers le flanc d'une montagne française. La plupart des gens trouveraient inconcevable qu'un pilote soit laissé seul dans le cockpit d'un avion de ligne. Et pourtant, nous avons ici un pilote complètement seul dans le cockpit, tandis que son collègue tente désespérément de rentrer par la porte verrouillée. Comment est-ce possible? Restez avec nous. Samedi, le 17 février 2024, était une journée nuageuse et humide à Francfort, en Allemagne. Il avait plu toute la matinée et la température tournait autour de 10 degrés Celsius. Les deux pilotes de Lufthansa, qui devaient assurer le vol 140 à destination de Séville, en Espagne, étaient probablement assez heureux de le faire. C'était le dernier jour d'une rotation de 4 jours que ces pilotes avaient effectué ensemble. Et terminer une mission avec deux beaux longs tronçons à une heure raisonnable le matin est normalement un vrai luxe. Le commandant de bord avait 43 ans à l'époque et était actuellement qualifié sur la famille Airbus A320. Et le rapport final ne donnait aucun détail sur le nombre total d'heures de vol ou d'heures sur ce type d'appareil qu'il avait. Mais nous savons que sa licence médicale ne comportait aucune restriction, à part l'obligation de porter des lunettes, ce qui est le cas de nombreux pilotes de ligne, moi y compris. Son collègue, le copilote, était âgé de 38 ans et volait avec une licence dite MPL, une licence multipilote, qui avait été délivrée pour la première fois en 2019. Donc, même si nous ne connaissons pas non plus son nombre exact d'heures de vol, nous pouvons supposer qu'au moment de ce vol, il était assez expérimenté. Sa licence médicale était également sans restriction et il avait passé son dernier examen médical en mai 2023. Rien d'anormal à signaler, notez. Maintenant, je parle ici des licences médicales, donc c'est peut-être le bon moment pour expliquer un peu ce qui est exigé d'un pilote de ligne en matière d'aptitude médicale. Je me référerai ici aux règles européennes de l'EASA, mais les règles sont similaires partout dans le monde. Avant d'obtenir une licence de pilotage pour tout type d'aéronef, il faut passer par une certification médicale initiale. Les exigences sont moins strictes si vous avez l'intention de voler uniquement à des fins récréatives. Dans ce cas, vous aurez besoin d'une licence de classe 2 ou même d'une licence médicale de pilote d'aéronef léger LAPL. Mais si vous avez l'intention de piloter commercialement, c'est-à-dire en tant que pilote de ligne, pilote de taxi aérien ou instructeur de vol, par exemple, alors vous devrez obtenir un certificat médical de classe 1. Les exigences pour cela sont beaucoup plus strictes et nécessitent un examen initial dans ce qu'on appelle un centre d'aéromédecine, où votre vision, fonction cardiaque, perception des couleurs et bien d'autres aspects doivent satisfaire certains critères. Une fois qu'un pilote a réussi cet examen initial, qui prend normalement environ une journée, le certificat médical de classe 1 doit ensuite être renouvelé chaque année par le biais d'un examen médical moins détaillé, qui peut être effectué soit dans un centre aéromédical, soit par un examinateur aéromédical, un AME, c'est-à-dire un médecin habilité à effectuer ces tests. Il y a maintenant plus de détails à prendre en compte ici. Mais ce que je veux souligner, c'est que la santé d'un pilote est surveillée tout au long de sa carrière. Et toute dégradation de la santé, utilisation de médicaments ou intervention médicale doit être signalée au médecin examinateur aéronautique du pilote et évaluée afin de s'assurer que l'aptitude médicale au vol est toujours valable. Comme vous pouvez l'imaginer, cela est une source de grande inquiétude et d'anxiété dans l'industrie, puisque nos moyens de subsistance sont étroitement liés à notre santé. Mais il existe des types d'assurances spéciales appelées assurances perte de licence qui ont été créées précisément pour cette raison. Ces assurances, sous divers formats, versent un montant forfaitaire ou une allocation mensuelle, si un pilote perdait soudainement son aptitude médicale. Quoi qu'il en soit, c'était un peu hors sujet, mais je pense qu'il est important que vous compreniez le contexte avant de poursuivre cette histoire. Vers 8 heures du matin, les deux pilotes se sont retrouvés dans la salle d'équipage de l'aéroport de Francfort pour commencer à préparer leurs 2 prochains vols. Les 3 jours précédents avaient été vraiment agréables et ils avaient tous les deux apprécié la compagnie de l'autre, le commandant de bord trouvant le copilote à la fois respectueux des procédures et très compétent. La météo à leur destination, Séville, était annoncée ensoleillée, mais pas particulièrement chaude, et dans l'ensemble, malgré le temps gris en Allemagne, les opérations de la journée semblaient assez simples.
Il n'y avait pas de notam important à prendre en compte et les plans de vol semblaient tous deux assez classiques. Les deux pilotes décidèrent de la quantité de carburant nécessaire et informèrent leurs 4 membres d'équipage cabine du plan de la journée. Une fois cela fait, ils se dirigèrent tous ensemble vers la porte d'embarquement où leur avion les attendait déjà. Ces pilotes étaient qualifiés sur la famille Airbus A320 et ce jour-là, ils allaient piloter le plus long appareil de ce groupe, le Airbus A321. C'est un bel avion, long et élégant, équipé de 2 moteurs à double flux IAEV de 2500 montés sous ses ailes. Et le fait qu'il s'agisse d'un Airbus va bientôt avoir un impact majeur sur cette histoire. Alors que l'équipage se dirigeait vers leur avion, les pilotes ont décidé que le copilote allait piloter l'avion jusqu'à Séville et que le commandant de bord serait alors le pilote surveillant. Ils échangeraient ensuite les rôles pour le retour. C'est généralement ainsi que je procède aussi. Lors du premier vol de la journée, être pilote surveillant me donne plus de temps en tant que commandant de bord pour bien consulter le carnet technique et faire la première inspection extérieure, ce qui est toujours appréciable. Donc, une fois que le carnet technique avait été vérifié et qu'aucun élément important n'y figurait, le commandant de bord est sorti et les copilotes ont commencé à préparer l'avion pour le départ. Et comme il s'agissait du tout premier vol de la journée, ces vérifications auraient inclus un contrôle fonctionnel de la porte blindée du cockpit, ce dont je reparlerai de toute façon un peu plus tard. Les passagers ont également commencé à embarquer peu de temps après, et vers 9h35, les 199 passagers étaient tous assis, ce qui signifie que l'avion comptait un total de 205 personnes à bord, lorsque l'équipage de cabine a commencé à fermer les portes pour le départ. Les dernières vérifications ont alors été effectuées et à 9h41, le vol Lufthansa 1140 a commencé son pushback depuis la porte A13, puis a démarré les moteurs normalement. Ensuite, les pilotes ont demandé les instructions de roulage et ont commencé à se diriger vers la piste 18, la piste de départ en service ce matin-là. Jusqu'ici, tout va bien. Tous les contrôles avant le départ se sont déroulés sans problème. Rien d'inhabituel à signaler. Ainsi, à 9h57, le copilote a déplacé les manettes des gaz en position de poussée flexible et l'avion a commencé à accélérer sur la piste. Le décollage et la montée initiale se sont déroulés sans aucun problème et ils ont rapidement reçu l'autorisation de virer vers l'ouest en direction de Paris. On leur a demandé d'atteindre leur altitude de croisière prévue, le niveau de vol 350. Maintenant, une fois que nous, les pilotes, atteignons le niveau de croisière, il y a de nombreuses petites tâches différentes à effectuer. En général, le pilote en surveillance remplira des informations telles que l'heure de départ et l'heure de décollage. Dans le plan de vol électronique, il faut vérifier la consommation réelle de carburant par rapport au plan. Et ensuite, commencer à noter les heures auxquelles nous passons certains points de cheminement afin de suivre le plan de vol. Le pilote en fonction surveillera les instruments et appliquera toute modification de route donnée par le contrôleur aérien. Mais c'est aussi à ce moment-là que nous avons tendance à demander notre deuxième tasse de café, surtout le matin. Donc, même si cela n'a pas été spécifiquement mentionné dans le rapport, je suppose que c'était également le cas ici. Et ce qui entre finira par ressortir. Maintenant, avant d'aller plus loin, je dois vous expliquer quelques points sur la façon dont nous, les pilotes, nous surveillons mutuellement pour détecter d'éventuels problèmes de santé, ainsi que la façon dont nos vies et notre travail ont été affectés par quelques événements historiques horribles. Si nous commençons par les vérifications d'incapacité, il est très important de se rappeler que, même si nous avons nos licences médicales de classe 1, nous restons des êtres humains et pouvons donc tomber malades comme tout le monde. C'est pourquoi il est si important qu'il y ait 2 pilotes dans le poste de pilotage. Parce que dans le cas très improbable où l'un des pilotes tomberait malade, le pilote restant est à la fois formé et capable de ramener l'avion, les passagers et l'équipage au sol en toute sécurité. Les incapacités peuvent être évidentes ou subtiles, ce qui signifie qu'elles peuvent aller d'une crise cardiaque soudaine et d'une perte de conscience immédiate à des problèmes ou des maladies psychologiques. Ou un pilote cesse simplement d'être cohérent ou commence à agir de manière étrange et inappropriée. La façon dont nous nous protégeons contre ces situations est de garder en permanence un œil bienveillant sur notre collègue en surveillant l'apparition de l'un de ces signes.
Mais cela passe également par l'utilisation de procédures opérationnelles standards strictes, les SOP, qui doivent être suivies dans un ordre précis et avec des consignes spécifiques. Si un pilote commence à s'écarter de ces procédures ou ne répond pas à une annonce, c'est alors un signe possible d'incapacité. Nous essayons alors normalement d'attirer l'attention sur cette déviation ou de faire une seconde annonce claire. S'il n'y a toujours pas de réponse à cela, alors nous commençons à activer le protocole d'incapacité du pilote sur lequel je reviendrai bientôt. Ceci est connu sous le nom de « règle des deux annonces » et, à ma connaissance, elle est utilisée par pratiquement toutes les compagnies aériennes. La deuxième chose dont je veux parler, c'est la multitude de façons dont nos vies ont changé à la suite des horribles attentats terroristes du 11 septembre 2001 à New York. Avant cela, la vie des membres d'équipage était beaucoup plus simple et insouciante. Des détournements avaient déjà eu lieu auparavant, mais ils étaient toujours liés à des motifs politiques ou à des troubles mentaux. Personne n'avait même envisagé qu'un avion rempli de passagers puisse être détourné et utilisé comme une arme. Mais après le 11 septembre, nous avons tous dû faire face à cette nouvelle et horrible réalité. Par conséquent, le poste de pilotage a dû être fermé et protégé d'une manière totalement inédite. Il a fallu quelques années de débats dans l'industrie, mais assez rapidement après les attentats, en mai 2003, tous les postes de pilotage des avions de catégorie passagers ont commencé à être équipés de portes de sécurité spéciales verrouillables. Ces portes pouvaient résister aux balles de pistolet ainsi qu'à toutes sortes d'autres agressions, afin d'empêcher toute personne non autorisée d'entrer. Et avec la porte du cockpit verrouillée, une multitude d'autres menaces, plus subtiles, sont apparues. L'une des raisons était la division du personnel de cabine et de l'équipage de conduite en deux groupes distincts, plus ou moins séparés, ce qui a entraîné ses propres difficultés en matière de CRM et de communication. Mais le problème le plus évident était de savoir comment sécuriser l'accès au poste de pilotage pour les bonnes personnes, tout en s'assurant que les mauvaises personnes n'y entreraient en aucune circonstance. Cela peut sembler facile, mais en y réfléchissant, c'est assez difficile. La plupart des avions n'ont pas de toilette dans le poste de pilotage, obligeant les pilotes à le quitter régulièrement pendant leur journée de travail, quand la nature appelle. Cela nécessite donc des procédures spécifiques pour y parvenir, sans pour autant créer un risque qu'un acteur malveillant exploite ces moments comme une faille de sécurité. Pour des raisons évidentes, je ne vais pas entrer dans les détails du fonctionnement de ces procédures, mais toutes les compagnies aériennes ont leurs propres variantes, et ce que vous devez savoir, c'est que un principe fondamental de toutes ces procédures est que les pilotes dans le poste de pilotage doivent avoir la capacité de refuser l'entrée depuis l'extérieur, quoi qu'il arrive. Cela a été jugé indispensable après le 11 septembre, car d'éventuels pirates de l'air pourraient également prendre en otage des membres d'équipage ou des passagers et tenter de les contraindre à abandonner leur protocole de sécurité. Mais tant que les pilotes pouvaient empêcher quiconque d'entrer de toute façon, cela ne servirait absolument à rien. Et l'avion ne pourrait pas être transformé en arme. Ou du moins, c'est ce que tout le monde pensait. Mais ce que personne n'avait envisagé, c'est la façon dont ce système fonctionnerait si un pilote essayait de l'utiliser pour faire quelque chose d'impensable. Et puis est arrivé le vol Germanwings 9525. Je vous raconterai probablement toute cette histoire à un moment donné. Je ne l'ai pas fait jusqu'à présent parce que je veux toujours que mes vidéos soient constructives et montrent comment l'industrie a tiré des leçons même des accidents les plus terribles. Mais dans le cas de ce vol en particulier, il y a très peu de choses à en tirer. C'est principalement une obscurité totale. Quoi qu'il en soit, l'essentiel de cette histoire est que le copilote du vol, qui souffrait apparemment de certains problèmes psychologiques à ce moment-là, il a verrouillé la porte du cockpit lorsque le commandant de bord est allé aux toilettes, l'empêchant de rentrer. Ensuite, il a choisi un mode de descente sur le panneau de contrôle de son Airbus. Et il a dirigé l'avion, ainsi que les 150 passagers et membres d'équipage à bord, droit contre une montagne dans les Alpes françaises. Lorsque je finirai par faire une vidéo à ce sujet, j'aurai trouvé quelque chose de constructif à en dire, probablement autour de la santé mentale. Mais ce que vous devez comprendre pour cette vidéo, c'est que cet accident a ouvert une toute nouvelle boîte de Pandore pour l'industrie aéronautique.
C'était une tragédie qui avait été rendue possible précisément à cause d'un système de sécurité qui avait été mis en place. Alors, que pouvait-on faire à ce sujet maintenant? Eh bien, une chose assez évidente que l'industrie a rapidement suggérée, c'est que plus jamais personne ne devrait être laissé seul dans le cockpit à l'avenir. Ainsi, l'EASA, l'Organisme européen de régulation de l'aviation, a rapidement formulé ce qu'on appelle un BIS, un bulletin d'information sur la sécurité portant le numéro 2015-04. Dans ce document, il recommandait qu'il y ait toujours 2 personnes qualifiées dans le cockpit en permanence. Si un pilote devait aller aux toilettes, un membre d'équipage de cabine devait entrer et rester dans le cockpit pour surveiller les autres pilotes. À ce moment-là, la plupart des compagnies aériennes avaient déjà une telle règle. Non pas pour se prémunir contre les pilotes suicidaires, mais pour s'assurer que si le pilote restant souffrait d'une quelconque maladie, il pourrait intervenir rapidement. Et aussi pour potentiellement déverrouiller la porte du cockpit afin de permettre aux pilotes restés dehors d'y accéder. Mais le problème, c'est que cette procédure n'avait pas été appliquée par toutes les compagnies aériennes auparavant. Et les rares compagnies qui ne l'avaient pas encore fait s'étaient désormais soit conformées à cette recommandation, soit y étaient très opposées, arguant que cette règle introduisait de toutes nouvelles failles de sécurité. Ainsi, à la lumière de ces critiques, l'EASA a réévalué sa position. Et en 2016, ils ont publié un BIS légèrement modifié, qui disait essentiellement qu'il revenait à l'exploitant de faire une évaluation appropriée des risques encourus. Et sur la base de cette évaluation, il pouvait alors décider s'il voulait utiliser une présence minimale de 2 personnes dans le poste de pilotage ou non. Ce qui nous amène à Lufthansa et à leur procédure. Donc, la compagnie Germanwings, qui a subi cette horrible tragédie avec le vol 9525 en 2015, était une filiale à 100% de Lufthansa. Suite à cette tragédie, ils ont rapidement mis en place sur toute la flotte l'adoption de la première BIS exigeant la présence constante de 2 personnes dans le cockpit. Mais ensuite, au fil des années, et en accord avec la dernière BIS, la compagnie a réévalué les risques et a décidé que la présence de 2 personnes dans le poste de pilotage n'était plus nécessaire, du moins en croisière, pour de courtes périodes, comme lors d'une pause toilette. Le pilote quittant le poste de pilotage devait toujours évaluer l'aptitude physique et psychologique du pilote restant. Mais si tout semblait en ordre, alors il ou elle pouvait rester seul. Je sais qu'il y a probablement beaucoup de gens qui grimacent en entendant cela. Et même si je suis sûr que Lufthansa avait des statistiques de sécurité très convaincantes pour motiver cette décision, personnellement, je ne la comprends pas vraiment. Certes, la probabilité d'un suicide de pilote est heureusement très faible, mais elle n'est pas nulle, comme l'a clairement montré le vol Germanwings 9525. De plus, il arrive également que les pilotes soient incapables de piloter, et cela ne s'accompagne pas toujours de signes avant-coureurs. En fait, des recherches récentes ont révélé 39 cas d'incapacité des pilotes selon les règles de la FAA au cours d'une période de 6 ans. Une autre étude, réalisée en 2004 au Royaume-Uni, a recensé 36 cas d'incapacité et 4 décès soudains en seulement 1 an. Ce type d'étude a été mené partout dans le monde, toutes avec des résultats très similaires. Les principales causes d'incapacité des pilotes comprenaient la perte de conscience, des problèmes gastro-intestinaux, des événements neurologiques tels que des crises d'épilepsie, ainsi que des problèmes cardiovasculaires tels que des crises cardiaques. La raison pour laquelle vous n'entendez pas souvent parler de ces situations est la présence du second pilote capable de maintenir l'avion en vol et de le faire atterrir en toute sécurité, comme mentionné précédemment. Mais cela suppose qu'il se trouve effectivement dans le poste de pilotage. Tout cela nous ramène donc au vol Lufthansa 1140, qui descendait désormais progressivement vers Séville. Aux alentours de 10h30, le commandant de bord ressentit l'inévitable effet de son café du matin. Alors, il informa son collègue qu'il devait aller aux toilettes. Il venait d'entrer dans l'espace aérien espagnol, mais il leur restait encore une bonne distance avant de préparer l'approche. C'était donc le moment idéal pour s'en occuper. Les 2 pilotes ont ensuite échangé sur les prévisions météorologiques et des détails mineurs liés à l'exploitation immédiate de l'appareil, avant que le commandant de bord n'entame la procédure d'ouverture de la porte pour sortir. Pour des raisons de sécurité, je ne détaillerai pas ces procédures. Mais ce que vous devez savoir, c'est que chaque compagnie aérienne a ses propres procédures dédiées. Celles-ci doivent être suivies à la lettre avant que la porte du cockpit ne soit jamais ouverte en vol.
La discussion sur les conditions météorologiques et les opérations que les pilotes venaient d'avoir faisait partie de la vérification effectuée par le commandant de bord auprès de son collègue, conformément aux procédures en vigueur. Mais comme ils volaient ensemble depuis 4 jours à ce moment-là et que le copilote semblait en parfaite santé, je ne pense pas que le commandant de bord était très inquiet. Pendant ce temps, l'avion était à environ 90 miles au nord-est de Madrid, en communication avec le secteur de contrôle nord de Madrid, près de Saragosse. Et avant que le commandant de bord n'ait eu le temps de se lever de son siège, le contrôleur a appelé l'avion pour lui demander s'il rencontrait des turbulences, ce à quoi le commandant de bord a répondu « seulement quelques légères secousses ». Puis, à 10h30 et 1 minute et 30 secondes, le commandant de bord a délégué la gestion des radios au copilote, qui assumerait maintenant le double rôle de pilote en fonction et de pilote surveillant. Il s'est ensuite levé de son siège, a vérifié la cuisine et est sorti du cockpit en verrouillant la porte derrière lui. Le copilote se retrouvait désormais complètement seul, avec une porte par balle entre lui et son collègue. 46 secondes après le départ du commandant de bord du cockpit, l'enregistreur de voix a capté des sons indiquant une incapacité soudaine et sévère du copilote. Et au cours de la minute suivante, plusieurs sélections de systèmes hors séquence et sans rapport ont ensuite été enregistrées par l'enregistreur de données de vol. Cela incluait la déconnexion du troisième ordinateur de spoiler et de gouverne de profondeur possible depuis un bouton sur le panneau supérieur. Le radar météo a été basculé du mode météo et turbulence au mode turbulence uniquement à l'aide d'un commutateur rotatif sur le piédestal central. Et le code Morse du VOR, réglé Bravo Alpha November, commence soudainement à retentir dans le cockpit, ce qui doit être sélectionné à partir du bouton de réception correspondant sur le panneau de contrôle audio. Maintenant, ces actions n'ont absolument aucun sens et sont donc probablement des signes que les bras du copilote s'agitent dans le cockpit ou que des actions incontrôlées se produisent de manière aléatoire. La désactivation du SEC3 a également déclenché une alerte principale et un avertissement associé sur le CAM. Mais ce n'était pas la seule chose que la crise du copilote provoquait maintenant. Non, la chose suivante était bien plus terrifiante. Vous voyez, l'enregistreur de données de vol a également détecté une augmentation soudaine de la force appliquée sur le palonnier droit du copilote, une force atteignant 488 newtons. À ce moment-là, le pilote automatique et l'automanette étaient tous deux engagés. Mais un principe fondamental de la plupart des pilotes automatiques est que si un pilote commence à agir sur les commandes, eh bien, alors l'avion doit supposer que le pilote a besoin de reprendre le contrôle sur ce que fait le pilote automatique et simplement se déconnecter. C'est effectivement le cas dans le Boeing 737 que je pilote. Eh bien, si la commande de gouvernail était très faible, alors le pilote automatique du Boeing pourrait initialement essayer de la contrebalancer avec l'aileron afin de maintenir le cap prévu. Mais si l'entrée était supérieure à ce que les ailerons peuvent gérer, alors le pilote automatique se désengagerait tout simplement. Et avec cette forte pression sur la gouverne de direction vers la droite, cela entraînerait alors un brusque lacet à droite suivi d'un roulis à droite et, finalement, d'une plongée en spirale. Si l'action sur le gouvernail persiste. Heureusement pour tous les passagers à bord, le pilote automatique de l'Airbus fonctionne légèrement différemment puisqu'il utilise le système de commande de vol électrique ou fly-by-wire. Cette action soudaine sur le palonnier a alors été transmise aux ordinateurs de commande de vol de l'appareil qui ont évalué l'entrée et l'ont jugée hautement inappropriée. Ainsi, au lieu de permettre à l'entrée complète d'activer le gouvernail, elle ne laisse passer qu'une très petite quantité, provoquant un roulis de 5 degrés et un changement de cap de 2 degrés, tout en émettant une entrée d'arrêt du gouvernail. Avertissement ECAM accompagné d'une autre alerte principale. Je ne peux qu'insister sur l'importance cruciale de cette fonctionnalité de sécurité ici. Si l'avion avait au contraire amorcé le lacet, comme le demandait maintenant la jambe droite du pilote qui avait saisi le manche à balai, le lacet et la spirale qui s'en seraient suivis auraient pu générer des forces G importantes et croissantes. Cela aurait pu rendre très difficile pour quiconque à l'extérieur du cockpit d'essayer d'y accéder. Et sans personne à l'intérieur, à part le copilote inapte, il n'y aurait eu aucun moyen de rectifier la situation à moins que celui-ci ne reprenne soudainement ses esprits de lui-même. Il est également important de préciser que le système Airbus possède aussi une valeur limite d'entrée du pilote au-delà de laquelle il se déconnectera.
Et d'après ce que j'ai pu trouver, cette limite se situe autour de 45 à 50 décanewtons avec certains critères supplémentaires. Avec le copilote, qui applique maintenant une force de 488 newtons, soit 48,8 décanewtons, cette limite ne devait pas être loin, mais l'important, c'est que cela ne s'est pas produit. Au lieu de cela, l'avion a poursuivi son vol en pilote automatique le long de la route aérienne Alpha Novembre 857 vers le point de cheminement Banev, mais sans qu'aucun pilote conscient ne soit aux commandes. Pendant la première minute de cette incapacité, le secteur de contrôle nord de Madrid a tenté de contacter l'avion à 3 reprises afin de le transférer vers le secteur suivant. Mais évidemment sans recevoir de réponse. Le contrôleur a contacté le secteur suivant pour vérifier si l'avion y avait déjà été transféré. Mais à ce moment-là, un autre vol Lufthansa a appelé, ce qui a ensuite été interprété à tort comme le vol 1140 par le contrôleur du Nord. Cela signifiait que le contrôle aérien n'a pas déclenché d'alerte de perte de communication prolongée pendant que cela se produisait. Dans la cabine passager, personne n'avait remarqué quoi que ce soit d'inhabituel au départ. Donc, une fois que le pilote en fonction a fini aux toilettes, il est sorti et a entamé la procédure pour retourner dans le cockpit. Et même si, encore une fois, je ne peux pas entrer dans les détails ici, ce que je peux vous dire, c'est que la serrure de la porte du poste de pilotage comprend un clavier codé avec plusieurs codes différents. L'un de ces codes peut simplement avertir le pilote dans le poste de pilotage que quelqu'un demande à entrer. Le pilote doit alors s'assurer qu'aucune activité suspecte n'a lieu avant de déverrouiller manuellement la porte. Donc, le commandant de bord a maintenant saisi ce code, mais n'a reçu aucune réponse. Pensant avoir entré le mauvais code, il a réessayé sans succès. Et puis, encore, et encore, et encore, toujours rien. Maintenant, je ne peux même pas imaginer l'horreur qui devait traverser l'esprit de ce commandant de bord à chaque nouvel essai raté. Rappelez-vous, c'est plus ou moins exactement comme cela que la catastrophe de Germanwings avait commencé. Il existe également un code d'urgence créé précisément pour ce genre de situation qui, s'il est saisi, fera retentir une tonalité très différente dans le cockpit. Si ce code est saisi, le pilote à l'intérieur du cockpit peut toujours refuser l'accès à la personne qui essaie d'entrer. Mais s'il n'y a pas de réponse depuis le cockpit, comme dans le cas d'une incapacité, alors la porte se déverrouillera automatiquement après un délai d'attente. Ce code a donc été saisi, suivi de ce qui a dû être les secondes les plus longues de la vie de ce commandant de bord. Mais heureusement, le copilote avait dû reprendre légèrement ses esprits après le pire de ses problèmes et a donc pu déverrouiller manuellement la porte avant que le délai ne soit écoulé. Mais avant de passer à la suite des événements, je voudrais juste souligner un point ici. Le panneau de contrôle de la porte du cockpit dans l'Airbus utilise un interrupteur à bascule permettant au pilote de verrouiller ou déverrouiller selon son souhait. Si le code d'urgence est saisi et que le pilote pense qu'il s'agit d'une menace pour la sécurité, il peut alors choisir la position de verrouillage, ce qui empêchera toute nouvelle tentative d'entrée pendant une durée prédéterminée. C'est une fonctionnalité de sécurité cruciale qui empêche les pirates de l'air d'accéder au cockpit. Mais pour un pilote isolé dans le cockpit souffrant de crise, je dirais que le risque que ce bouton soit actionné dans la mauvaise direction par erreur serait assez élevé. Et si cela s'était produit ici, aucune aide n'aurait pu entrer, du moins pas pendant un certain temps. Donc, je pense personnellement que cet incident montre clairement qu'il devrait toujours y avoir au moins 2 personnes qualifiées à l'intérieur du cockpit pendant le vol. Quelles que soient les préoccupations en matière de sécurité des opposants à cette règle, elles ne peuvent en aucun cas l'emporter sur le risque d'incapacité. Et je ne vais même pas commencer à parler de cette idée idiote de passer à des cockpits avec un seul pilote que la FAA et l'EASA semblent maintenant envisager. Mon ami et collègue commandant de bord Ben et moi avons eu une longue discussion à ce sujet dans notre podcast Captain Speaking récemment. Et vous pouvez découvrir nos réflexions très spontanées sur ce sujet ici. Et au fait, n'hésitez pas à vous abonner à cette nouvelle chaîne et vous pouvez aussi l'écouter partout où vous trouvez vos podcasts. Le commandant de bord a finalement réussi à accéder au cockpit. Et la première chose à faire dans une situation comme celle-ci, c'est de prendre le contrôle de l'avion. Retirer les pilotes inaptes aux commandes, puis vérifier la position de toutes les commandes et de tous les interrupteurs pertinents.
C'est précisément ce qu'a fait le commandant de bord, y compris l'exécution des actions ICAM spécifiées sur ses écrans pour rétablir la bonne configuration. Il a ensuite demandé l'aide de son équipage de cabine pour vérifier l'état de son collègue. Et dans ce cas, il pouvait clairement voir que le copilote était toujours pâle, en sueur et bougeait de façon étrange. Il a été rapidement retiré de son siège et emmené à l'avant, dans la cuisine, où un médecin passager s'est occupé de lui et a diagnostiqué un possible problème cardiaque. Vu ces éléments, le commandant a décidé de dérouter l'avion pour que son collègue reçoive les soins médicaux adéquats. Mais ici, il est très important de souligner quelques points concernant ce type de situation. Lorsque nous nous entraînons à la gestion de l'incapacité d'un pilote dans le simulateur, il est très important de rappeler aux pilotes restants que la sécurité globale de l'avion et de ses passagers est prioritaire par rapport aux collègues malades. Cela signifie que nous devons continuer à respecter nos marges de sécurité habituelles et ne pas précipiter les choses simplement pour essayer d'atterrir rapidement. Nous allons évidemment accélérer autant que possible, demander une priorité et ainsi de suite. Mais il est très important de ne pas se laisser entraîner à prendre des raccourcis, ce qui pourrait aboutir à une approche non stabilisée ou à quelque chose d'encore pire. Il est important de se rappeler que non seulement il s'agira d'une manœuvre non standard et non préparée, mais qu'elle sera également effectuée sans l'assistance habituelle d'un collègue compétent, ce que nous avons normalement toujours. Le commandant de bord a alors vite contacté le contrôleur aérien du nord de Madrid avec qui il s'était déjà entretenu. Le contrôleur aérien a dû être très surpris pensant que le vol avait déjà quitté sa fréquence. Au départ, le commandant a demandé un déroutement vers Madrid, qui se trouvait alors derrière eux pour des raisons médicales, mais il a ensuite déclaré une urgence médicale complète et le contrôleur a évidemment accédé à la demande. Une chose qui m'a marqué ici, c'est cet appel d'urgence médicale. Vous voyez, une urgence médicale, c'est ce que nous déclarons normalement lorsqu'un passager ou un membre de l'équipage de cabine tombe malade. Mais lorsqu'il ne reste plus qu'un seul pilote, il est en réalité plus prudent de déclarer un Mayday, 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 incapacité du pilote, car c'est une urgence bien plus critique. Déclarer l'incapacité du pilote indiquera, par exemple, au contrôleur aérien de ralentir et de réduire la charge de travail du pilote restant. Et dans le cas d'une incapacité du commandant de bord, cela peut aussi signifier que l'avion ne peut pas être manœuvré au sol après l'atterrissage, puisque le manche à balai de la roue avant n'est disponible que du côté du commandant de bord sur certains types d'avions. Cela me permet aussi de répondre aux questions fréquentes sur les procédures en cas d'incapacité d'un pilote. Si c'est le commandant de bord qui tombe malade, le copilote ne doit pas changer de siège, même s'il devient alors le commandant de bord de facto de l'avion. Cela s'explique par le fait qu'ils n'ont pas été formés pour piloter l'avion depuis la gauche, ni pour le roulage après l'atterrissage. Il est préférable d'informer le contrôleur aérien que vous ne pourrez pas rouler au sol. Ainsi, la piste sera bloquée après l'atterrissage et il faudra simplement se préparer à couper les moteurs sur la piste afin de permettre aux véhicules de secours d'approcher et d'aider votre collègue malade à partir de là. L'utilisation des atterrissages automatiques suit généralement la même logique. Bien qu'un atterrissage automatique puisse sembler idéal dans ces circonstances, cela dépend grandement du type de formation reçue par le copilote ou le commandant de bord. S'ils n'ont pas l'habitude de faire des atterrissages automatiques depuis leur siège et que la météo est bonne, alors un atterrissage normal est souvent préférable car il s'écarte moins de ce à quoi le pilote restant est habitué. Si vous avez d'autres questions sur ce sujet, écrivez-les dans les commentaires ci-dessous. Ben et moi pourrions y répondre dans notre prochain podcast. Néanmoins, le vol 1140 a rapidement entamé sa descente et a bientôt reçu des vecteurs radars en direction de Madrid. Dans le poste de pilotage, le commandant de bord aurait préparé l'arrivée, effectué les calculs de performance et les briefings requis. Pour ce qui est des briefings, c'est un autre point que j'ai toujours souligné lorsque j'enseignais ce type de scénario. Cela peut sembler vraiment ridicule d'être assis là-haut à parler tout seul, mais il est en réalité extrêmement important de le faire. Les briefings comprennent généralement la vérification des réglages des minima et d'autres fonctions essentielles. Et dans le cas du Boeing 737 que je pilote, l'annonce plus 50 et minima faite par l'avion est déclenchée en fonction des minima réglés du côté du commandant de bord.
Cela signifie que si un copilote se retrouve dans une situation comme celle-ci et n'annonce pas les minima lors de son briefing, eh bien, il pourrait alors oublier de le régler du côté du commandant de bord et donc recevoir des annonces incorrectes à l'approche, ce qui est littéralement la dernière chose dont vous avez besoin. En plus de cela, il est également conseillé de garder un membre d'équipage cabine dans le cockpit pendant l'approche et l'atterrissage pour aider à des tâches comme la lecture de la checklist et vérifier le bien-être du pilote restant. Ces procédures peuvent varier selon la compagnie aérienne. Mais pour la même raison qu'un pilote ne devrait pas être laissé seul au départ, alors le seul pilote restant ne devrait pas non plus être laissé seul maintenant. Si un membre d'équipage de cabine doit rester dans le cockpit, il ou elle doit s'asseoir sur le strapontin et non sur le siège pilote vide. Comme ils ne sont pas formés pour s'asseoir à cette place, j'utilise toujours le manuel de référence rapide, le QRH, qui contient toutes les listes de vérification applicables, et je leur fais lire les checklists de descente, d'approche et d'atterrissage à partir de là. Mais cela, c'est simplement ma propre procédure. En ce qui concerne la façon de piloter l'avion à nouveau, le plus important ici est d'essayer de rester aussi proche que possible des procédures normales. Cela inclut de faire toutes les annonces habituelles. Mais puisque le pilote restant sera désormais à la fois le pilote en fonction et le pilote surveillant, il ou elle devra maintenant effectuer les deux séries d'annonces. Donc, volet 1, vitesse vérifiée, volet 1 et ainsi de suite à nouveau. Cela peut sembler un peu ridicule, mais toutes ces annonces ont des fonctions importantes. Donc, les annoncer à voix haute et jouer les deux rôles permettra de garder les pilotes restants dans un environnement familier, ce qui, espérons-le, réduira le stress et les erreurs. N'oubliez pas, les pilotes n'ont pas l'habitude de piloter des avions de ligne en silence. Le faire dans une telle situation ne serait pas judicieux. De plus, une fois que le pilote a tout sous contrôle et a élaboré un plan. Dans ce cas, lorsque le commandant décide de dérouter l'avion vers Madrid, il est primordial d'informer tout le monde. Le contrôle aérien, c'est peut-être ce qui se passe, mais ils doivent quand même savoir ce que vous prévoyez de faire, tout comme votre équipage de cabine et les passagers. Quand la charge de travail le permet, peut-être pendant une longue descente, il est crucial que le pilote informe l'équipage de cabine. Ce qu'on appelle un briefing NITS, qui signifie nature du problème. Intention, dans ce cas, se dérouter vers Madrid, temps disponible, généralement entre 20 et 25 minutes pour un déroutement depuis le niveau de croisière si un aéroport se trouve à proximité. Et enfin, les procédures spéciales potentiellement nécessaires. Ici, il est crucial de respecter les procédures standards et d'informer les passagers, mais aussi d'instruire les passagers de rester assis après l'atterrissage afin de permettre un accès rapide au personnel médical. Ensuite vient l'annonce du pilote. Et dans ce cas, une annonce publique est absolument cruciale. Rappelez-vous qu'une grande partie des passagers de l'avion a peut-être réellement vu cela. Un pilote a été retiré du cockpit et reçoit maintenant des soins médicaux à l'avant. Et tous les passagers ne savent pas que l'avion peut être piloté en toute sécurité par un seul pilote, surtout si ce pilote est le copilote. Dans cette optique, cette annonce publique doit être faite de manière calme et compétente, en décrivant ce que vous allez faire et en soutenant l'autorité de votre personnel de cabine. Et cela peut également inclure un court message d'information sur ce à quoi les passagers peuvent s'attendre par la suite. Par exemple, une fois que le personnel médical aura assisté mon collègue, je vous informerai de la suite de votre voyage. Cela détournera l'attention de l'urgence et la reportera sur leur propre plan de voyage, ce qui a généralement une fonction rassurante. Comme vous pouvez le constater, il y a de nombreux éléments à considérer dans une telle situation d'urgence. Mais, comme toujours, le principe directeur le plus important est piloter, naviguer et communiquer dans cet ordre. Quoi qu'il en soit, le vol 1140 a finalement été guidé pour l'approche ILS. Pour la piste 3 de gauche à l'aéroport de Madrid-Barajas et à 11h04 UTC, il a atterri en toute sécurité puis a quitté la piste en roulant. Le commandant de bord avait requis une ambulance à l'atterrissage. L'avion a été guidé par une voiture Follow Me jusqu'à une position proche de la piste, où le copilote a ensuite été rapidement débarqué et transporté en urgence vers un hôpital à proximité. Et après plusieurs examens, il a finalement été conclu que les crises dont il avait souffert étaient le résultat d'une affection neurologique jusque-là non diagnostiquée. Malheureusement, cela signifierait qu'il ne pourra probablement pas continuer à piloter, selon les entretiens post-vol.
Le copilote a également déclaré qu'il avait perdu connaissance à un moment donné après que le commandant de bord ait quitté le cockpit et qu'il n'avait aucun souvenir de ce qui s'était passé ensuite. Jusqu'à ce qu'il reprenne connaissance, il était allongé sur le sol de la cuisine de bord, pris en charge par l'équipage cabine et le médecin. Donc, en résumé, cet avion a été piloté sans qu'aucun pilote conscient ne soit aux commandes pendant environ 10 minutes entières, après l'évacuation du copilote par l'ambulance. Le commandant a organisé des bus vers le terminal pour les passagers et l'équipage, ou pour que l'avion soit d'abord remorqué jusqu'à la porte d'embarquement. Le rapport n'était pas très clair à ce sujet. Mais il a aussi pensé à protéger les enregistreurs de conversations et de données de vol, facilitant grandement le travail des enquêteurs pour comprendre ce qui s'était réellement passé. Ils ont finalement déterminé que l'incapacité du copilote avait été causée par cette affection neurologique jusque-là non détectée. Quelque chose qui ne s'était jamais manifesté auparavant, ni pour le pilote, ni pour ses médecins. Les enquêteurs ont également examiné de nombreux rapports internationaux sur l'incapacité des pilotes. Et sur cette base, ils ont émis une recommandation à l'EASA afin d'informer tous les exploitants à ce sujet, afin qu'ils puissent s'en servir pour réévaluer la nécessité de la présence d'une seconde personne dans le poste de pilotage en permanence. C'est une chose que les enquêteurs et moi avons trouvé être une très bonne idée. Mais qu'en pensez-vous? Dites-le en commentaire. Maintenant, si vous voulez voir ma prochaine vidéo avant tout le monde, peut-être même aujourd'hui, eh bien, scannez ce QR code ou rendez-vous sur patreon.com/join/mentourpilot et inscrivez-vous. Je prévois bientôt une nouvelle rencontre sur Patreon et j'adorerais vous y voir. Je m'appelle Peter Ernfeld et vous regardez Mentour Pilot. Passez une journée absolument fantastique où que vous soyez et on se retrouve la prochaine fois. Au revoir.